Salut à tous, la semaine dernière nous avions étudié l'histoire de la firme Rare, et si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que la console sur laquelle ils ont été le plus prolifiques n'est autre que la NES de Nintendo. Eh bien nous allons aujourd'hui passer en revue les 34 jeux qu'ils ont développés pour cette console 8 bits. Alors attention, 34 est un chiffre assez approximatif, en vrai il y en a davantage. Mais sur certains ils n'ont participé que brièvement au développement en compagnie d'autres firmes. Pour d'autres, notamment les adaptations des jeux télévisuels, il ne s'agit que de rééditions. C'est un véritable méli-mélo, c'est pour ça que je vous propose qu'on reste sur les 34 jeux entièrement conçus par Rare. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Du coup, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps que ça. C'est parti. Les petits jeux oubliés. Et oui, Rare à l'époque de la NES, ce sont malheureusement tout un tas de petits jeux que l'histoire n'a pas retenus. Débutons assez simplement avec le tout premier jeu imaginé pour la console de Nintendo. Slalom, un jeu de ski. 3 montagnes, une facile, une moyenne, une difficile, propose 8 courses chacune. Le but est simple, atteindre le point d'arrivée avant la fin du temps imparti. Seulement, il faut passer entre les drapeaux et éviter tout un tas d'obstacles, comme des bonhommes de neige et des gamins qui font de la luge en plein milieu des pistes. Faudrait peut-être les prévenir qu'il y a une course là, non ? Enfin en tout cas, un premier jeu tout à fait réussi. WrestleMania, un jeu de catch où on ne fait pas du catch, on est bien d'accord, hein, le catch c'est ça. Là, il n'y a aucune prise, on a juste des coups de pied et des coups de poing. C'est une sorte de versus fighting du pauvre avec des décors assez tristes. Un titre pas très palpitant où du coup, moi, j'essayais d'éviter mon adversaire. Je trouvais ça plus drôle que les combats en eux-mêmes. John Elway's quarterback. Et là, je suis désolé, mais je comprends strictement rien au football américain, donc je peux pas vous en dire grand-chose. En tout cas, en jeu vidéo, c'est pas terrible. J'ai essayé d'y jouer, mais l'arbitre interrompt tout le temps la partie. Alors, faut choisir une sorte de stratégie, on reprend, puis rebelote. Assez énervant, mais probablement parce que j'y comprends pas grand-chose. Une diète avec Danny Sullivan, le célèbre pilote de Formule 1, que je ne connaissais pas, en tête d'affiche. Le jeu est réellement prenant, avec ses circuits représentés dans un unique tableau. Il nous faut négocier nos virages, utiliser nos boosts et faire le plein d'essence si cela est nécessaire. Entre chaque course, avec l'argent récolté, on améliore son bolide, la vitesse, l'adhérence, le réservoir, etc. La grande force du jeu, c'est qu'on peut y jouer jusqu'à 4, avec le périphérique permettant de brancher 4 manettes. Et là, avec des amis, c'est le fun assuré. C'est regrettable qu'il soit si peu cité aujourd'hui, parce que c'est un très bon titre de la NES. Wizard and Warriors, alors celui-là a un peu plus marqué les mémoires, s'inspirant très clairement de la série Ghosts and Goblins, on incarne le chevalier Kuros qui part délivrer sa princesse. Dans chaque niveau, nous devons récupérer 100 joyaux permettant d'accéder au boss, puis au niveau suivant. Le jeu est extrêmement difficile, heureusement, Rare a eu l'ingénieuse idée d'offrir aux joueurs des continues infinis, et on ne s'en plaint pas, sans cela le jeu serait tout simplement infaisable. Le titre connaîtra 2 autres opus sur NES, qui ne seront pas développés par Rare mais par Zippo Games, une autre firme associée à Rare, ce qui donnera aussi 2 autres très bons jeux. Enfin, Solar Jetman. Peut-être vous en souvenez-vous, le tout premier jeu d'Ultimate, l'ancien nom de Rare, était un certain Jetpack sur ZX Spectrum. Eh bien, Solar Jetman est décrit comme sa suite officielle, à lui et à Lunar Jetman. Le titre est très original. À bord de son vaisseau spatial, ce ne sont pas les ennemis qui nous posent le plus de problèmes, mais bel et bien l'attraction gravitationnelle de chaque planète. Celle-ci nous attire et chaque impact fait des dégâts. Il faut donc gérer son propulseur avec adresse pour ramener les différents éléments dont nous avons besoin à notre vaisseau. C'est un titre assez difficile, c'est vrai, mais il est tout à fait singulier dans la ludothèque de la NES. Il se différencie radicalement des traditionnels shoot'em up et de la nervosité de ces derniers, pour mettre davantage à contribution le sang-froid et l'adresse du joueur. Les adaptations de jeux. Et oui, Rare va développer pas mal d'adaptations de jeux télévisés. Par exemple, la roue de la fortune, où il faut deviner les lettres puis la phrase, avec une bimbo qui sert juste à attirer le spectateur mal quarantenaire. On a eu la même émission débile en France. Les Sesame Street, adaptés aussi de l'émission télé, un titre réservé aux plus jeunes où le but, entre autres, est de parvenir à reconnaître des lettres avec pour récompense une superbe danse. Hollywood Squares, des célébrités dans des tubes avec lesquels nous jouons Morpion. Et Double Dare, émission américaine pour les enfants mélangeant questions de culture générale et diverses épreuves. Bon, ce sont des titres sur lesquels je n'ai pas spécialement envie de m'attarder. En termes de gameplay, c'est assez pauvre. Chose tout de même un peu plus originale, Rare ont aussi programmé 2 titres adaptant des flippers de Williams. Alors il s'agit de flippers assez populaires. Le premier, Pinbot, qui représente le système solaire, on débute sur Pluton et on avance de planète en planète, et High Speed, qui s'avère plus original, parce qu'entre les séquences de flippers, on a de petits jeux comme aider sa voiture, la rouge, à remporter la course. Les adaptations de l'arcade. Et oui, Rare en a fait un paquet. Leur toute première adaptation, c'est Marble Madness, tout à fait réussi, et ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous, sur le ZX Spectrum, Ultimate s'était fait remarquer avec leur jeu d'aventure représenté en 3D isométrique, un genre qui va particulièrement leur réussir, on y reviendra.
Super Off-Road, jeu de course en vue du dessus se déroulant sur un unique tableau, vous reconnaîtrez la formule de Indiet. Et oui, Rare ne s'était pas trop embêté et avait repris pour Indiet le moteur de Super Off-Road. Et celui-ci est moins nerveux, moins précis que le second, surtout en solo où il y a toujours un adversaire qui prend le large et que nous parvenons jamais à rattraper. C'est aussi Rare qui s'est occupé de l'adaptation sur NES du célèbre Cabal. C'est pas forcément très joli, et notre curseur ne se déplace pas avec autant de réactivité que dans la version originale, ce qui peut rendre certains passages assez frustrants. L'adaptation de Narc aussi de Williams, un run and gun qui perd forcément un petit peu de sa nervosité avec son passage sur console 8 bits, mais ça reste une adaptation très fidèle. Arch Rival de Midway, peut-être avec Marble Madness, la meilleure conversion de Rare. À 2 joueurs, le fun est immédiat, comme tous les coups sont permis, on s'y donne à cœur joie. Les animations sont très amusantes, comme par exemple la possibilité de briser le panier. Enfin, nous pourrions citer aussi Silent Service, qui n'est pas une adaptation de l'arcade, mais des ordinateurs 8 bits. Ce titre de Micropose simule assez simplement une guerre sous-marine. Titre très original mais qui est finalement un copier-coller de l'œuvre originale. Les jeux avec Milton Bradley. Milton Bradley, vous voyez très bien de qui il s'agit, rien qu'à la vue de leur logo. Ce sont les célèbres éditeurs de jeux de société, et il s'avère que fin des années 80, dans le but de diversifier leurs activités, ils souhaitent publier des jeux vidéo. Seulement, ils y connaissent pas grand chose, ils s'associent donc à plusieurs firmes, dont Rare, qui sera responsable de développer des titres pour eux. D'ailleurs, on en a déjà vu 2, Marble Madness et Cabal sont des titres édités par Milton Bradley Company. On reconnaît facilement leur jaquette avec leur fond gris. Du coup, il y a eu aussi quelques titres originaux, souvent malheureusement assez médiocres. Jordan vs Bird, ce sont des 1 contre 1 sur un unique panier. Je vous le donne dans le mille, c'est franchement ennuyant, et ça s'avère plutôt hasardeux. On lance notre balle et on espère que ça va rentrer. Il y a un autre mode de jeu où on doit mettre des paniers face à un jury, mais c'est trop peu pour apporter une réelle variété. Dagger T-Rock est principalement frustrant. On explore des mines, il faut activer un levier et dans un temps imparti rejoindre la sortie, mais le level design est affreusement mal pensé. On se retrouve constamment pris au piège dans ces cavernes, avec des adversaires plus pénibles qu'autre chose. Et pour compléter le tableau, c'est pas très joli. Time Lord est plus sympathique, on y affronte des extraterrestres à plusieurs époques et on se sert d'armes qui correspondent à l'époque à laquelle on se trouve. Mais là encore, c'est la difficulté du titre qui s'avère plutôt pénible. Celui qui s'en sort le mieux, c'est un certain Captain Skyhawk, un shoot'em up représenté sous forme de 3D isométrique, permettant de gérer l'altitude de son vaisseau, en plus des déplacements verticaux. Concrètement, on zigzague entre les montagnes et on dézingue nos adversaires. Certains niveaux sont représentés avec une vue de derrière le vaisseau, à la Afterburner. Alors il n'est pas exempt de défauts, mais incontestablement il se démarque et propose une expérience très originale sur la machine 8 bits de Nintendo. LJN. Aïe 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 aïe, et oui, il faut bien aborder le sujet. Rare s'est associé à LJN, propriété de Acclaim, qui servait principalement à éditer des adaptations cinématographiques, des jeux bien trop souvent de qualité plus que médiocres, qui auront donné pas mal de matière aux joueurs du grenier. Rare a bel et bien développé pour LJN des adaptations. Roger Rabbit, par exemple, titre vraiment très étrange, où l'on doit fouiller à travers différents immeubles à la recherche de 4 bouts de testament. Roger nous suit partout, mais il sert absolument à rien, et on perd la vie très facilement. Beetlejuice est encore plus catastrophique. On soupçonnerait même que le jeu ait été publié avant qu'il ne soit réellement terminé. On passe à travers les murs, on a des lumières qui nous tuent, quand on monte sur une plateforme ou qu'on en redescend, le scrolling ne suit pas et on perd une vie incompréhensible, et c'est mal fichu. Un adversaire placé sur la plateforme, on se réceptionne, la goutte d'eau associée à la flamme qui nous empêche de passer, incontestablement l'un des plus mauvais jeux de la NES. Mais ils ne sont pas tous catastrophiques, l'adaptation des Griffes de la Nuit est réussie. On incarne l'un des gamins qui cherche à échapper à Freddy. Tant qu'on est éveillé, les choses se passent plutôt bien. Mais lorsque notre barre d'énergie s'épuise, on passe dans le monde des rêves, où tout y est plus terrifiant et dangereux. L'effet fonctionne très bien. Heureusement, comme nous sommes dans nos songes, nous pouvons prendre la forme d'un ninja, d'un athlète ou d'un magicien. L'aventure est prenante, les affrontements contre Freddy sympathiques. Bah oui, un bon jeu édité par IGN, c'est possible. Merci Rare d'être au développement. Et enfin WrestleMania Challenge, avec la possibilité de choisir les plus grandes stars du catch. Rare a de l'expérience dans le domaine, souvenez-vous, ils avaient développé WrestleMania qui était franchement moyen. Ils s'en sortent ici bien mieux en adoptant une 3D isométrique. Enfin, on peut faire des prises, la base du catch. Il est aussi possible de s'affronter en dehors du ring et l'animation des spectateurs est réussie, avec certains qui lèvent les bras, d'autres qui prennent des photos. Finalement, l'association avec LJN ne s'est pas si mal passée. Certes, il y a de vraies purges, mais aussi de bons petits jeux. Les étrangetés.
Et oui, Rare n'a pas uniquement imaginé des jeux classiques comme on en trouve tant d'autres. Tenez, prenez Tabou par exemple, il s'agit d'une simulation de lecture de cartes. On pose une question, les cartes sont tirées et on nous donne une réponse. Si vous préférez, on nous révèle notre avenir. Le jeu a été interdit aux moins de 14 ans et il est bien stipulé sur la boîte qu'il s'agit d'un divertissement. Ce n'est en aucun cas à prendre au sérieux, c'est plutôt pour s'amuser un soir entre amis. Mais vous vous doutez qu'en termes de gameplay, c'est extrêmement limité. Anticipation aussi, une sorte de mélange entre le Trivial Pursuit et le Dessiner c'est gagné. Principalement pensé pour être joué à plusieurs, on répond à des questions et le plus original, la possibilité de faire deviner des dessins. Assez proche du jeu de société, mais il n'en reste pas moins sympathique. On pourrait aussi intégrer Super Glove Ball à cette liste. Pensé pour être joué avec l'accessoire le Power Glove, il s'agit ni plus ni moins d'un casse-brique avec une fausse 3D. Bon, le truc sympa c'est d'y jouer avec le Power Glove. Pour l'époque, c'est indéniablement original, même si on en a vite fait le tour. Isométrie. On en a parlé, vous l'avez remarqué, c'est ce qui faisait en partie l'originalité des jeux Ultimate sur ZX Spectrum. Eh bien les Stumpers ont conservé pour bon nombre de leurs jeux sur NES cette vue en 3D isométrique, donnant un effet de profondeur et permettant de déplacer son personnage sur 3 axes, offrant davantage de liberté pour le joueur. Juste avant la sortie de l'adaptation de Marble Madness, c'est RC Pro-Am qui arborait cette architecture. Le jeu est à la fois précis et dynamique, et d'une certaine façon il préfigure ce que seront les Mario Kart et leurs fameux items, missiles ou mines, et divers bonus permettant d'améliorer les caractéristiques de son véhicule. Assez simplement l'un des meilleurs jeux de course de la NES. Cobra Triangle est aussi un excellent titre. À bord de son hors-board, c'est avant tout la variété des missions proposées qui en fera son succès. Par exemple, atteindre le point d'arrivée avant la fin du chrono. Mais, plus original, protéger des baigneurs, évacuer des mines, naviguer à contre-courant en évitant les obstacles, affronter des boss, un titre très plaisant à parcourir. Bien sûr, le grand Snake Rattle & Roll, pour lequel nous avions consacré un épisode entier, peut être l'aboutissement de la 3D isométrique sur NES, le but ingurgiter un certain nombre de Niblis-Piblis pour pouvoir accéder au niveau suivant, avec une difficulté progressive et extrêmement bien pensée. Et cerise sur le gâteau, il est possible de parcourir l'aventure à 2, un hit de la machine. On aura aussi un RC Pro-Am 2, un peu moins plaisant que le premier opus, peut-être sûrement parce que plus difficile, mais la possibilité cette fois-ci de jouer à 4 joueurs en font un incontournable des soirées entre amis. Le meilleur jeu de Rare. Et on termine avec Battletoads, oui très certainement le meilleur jeu de Rare sur NES, un beat'em up magnifique aux effets visuels saisissants avec des animations à mourir de rire. Pour une simple console 8 bits, on est constamment surpris face à l'originalité et la diversité des phases de jeu, comme ce boss que l'on affronte de son point de vue, extrêmement bien réalisé, un passage où le combat en descendant en rappel, un autre sur un vaisseau, parcourir un niveau sur le dos d'un serpent, seul ombre au tableau, le jeu est vraiment très difficile, il nécessite un timing parfait et des réflexes parfois surhumains. Mais il n'est jamais injuste, c'est au joueur d'apprendre, de progresser et d'être capable de repousser ses limites. Et donc voici les jeux développés par Rare pour la NES. Ceux-ci s'étendent sur une période allant de 1987 pour Slalom, le premier, à 1992 pour RC Pro-Am 2, le dernier. 6 années pendant lesquelles les équipes de Rare n'ont pas chômé. On l'a constaté, la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous, avec des adaptations de films assez ratées ou des titres pour des éditeurs réalisés visiblement sans grande passion. On reconnaît aisément les titres où les frères Stumper se sont le plus investis, ont pris le temps de peaufiner leur game design. Car certains d'entre eux, je pense à Slalom, Solar Jetman, Indiet, Wizard & Warriors, Les Griffes de la Nuit, Captain Skyhawk, RC Pro-Am, Cobra Triangle, Snake Rattle & Roll et bien sûr Battletoads font partie des jeux qui ont donné leur lettre de noblesse à la console 8 bits de Nintendo.